Donc, ça filme là déjà. Bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs de la presse internationale, l'orateur de ce matin n'est plus à présenter. En tout cas, c'est celui qui incarne la résistance dans notre pays, la République démocratique du Congo, et qui ne cesse de s'enfoncer chaque jour dans diverses crises abyssales. Crise sécuritaire, une bonne partie, en tout cas plus ou moins 120 collectivités à l'est du pays battent pavillon aujourd'hui rwandais via les M23 et via Corneille Nangaa. C'est le prélude en tout cas à la balkanisation. Crise sociale, la grande majorité de la population congolaise ne fait pas 3 repas. 80% de la population congolaise est sans activité, sans travail. Et la guette certaines contrées de la République démocratique du Congo. À cela, il faut ajouter la crise des institutions, la crise des légitimités, sans compter également la crise par rapport aux droits humains. En plus grave encore, la gabegie financière, le détournement, le détournement de trésors publics dans toute impunité. Donc face à toutes ces questions, les autorités actuelles, pendant que notre maison commune est en train de brûler, les autorités actuelles regardent ailleurs. On nous propose le changement de constitution alors qu'il aurait été judicieux qu'on s'asseye autour d'une table pour essayer de façon frontale d'attaquer toutes ces questions. Et donc, Martin Fayulu, ce matin, va répondre à toutes ces questions. Donc, auparavant, il va s'adresser à vous pendant 5 ou 10 minutes et puis vous aurez le loisir de poser les questions par la suite. Merci. Oui, alors je voulais juste préciser que je passerai dans la salle avec un micro et ceux qui ont des questions à poser à M. Martin Fayulu, je leur remettrai le micro. Je vous remercie. Vous mettez là-bas, c'est ça? Non, ici. c'est très bien. Ah, ok. Vous êtes bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça fonctionne. C'est un réel plaisir pour moi de me trouver ici en face de vous pour discuter du Congo. C'est un pays qui nous est cher, à nous Congolais et à vous Belges. Et j'aimerais qu'on discute sérieusement et parler du Congo, pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il y a des dates mythiques, il y a des dates historiques pour ces pays. 1985, la conférence de Berlin. 1908, vous avez l'État indépendant du Congo. 1960, l'indépendance du Congo. 1965, Mobutu fait un coup d'État, le 24 novembre 65. Vous avez les années 90, où exactement le 24 avril 90, le président Mobutu, le maréchal Mobutu décrète le multipartisme et ça commence. Et comme j'ai toujours dit, le Congo est un pays des rendez-vous manqués. Toutes ces dates-là sont des rendez-vous que nous avons manqués, nous Congolais et vous Belges, parce que la Belgique était quand même le pays qui a colonisé les Congos. Et nous arrivons aussi, on doit continuer avec la chronologie, 1997, où vous avez des situations Mobutu part. Avant ça, il y a le génocide rwandais, génocide au Rwanda, et ce génocide-là a fait payer au Congo. Et nous avons payé une facture énorme, alors que c'est nous qui étions des gens qui avaient soutenu les Rwandais chez nous,
et ces Rwandais sont répartis, ils ont créé une situation et on nous envoie des gens qu'on a appelés les FDLR, les Interamouins. Et ces gens sont venus, qu'on a repoussés pour la plupart des Hutus, ils ont pris possession des nos terres, et à un moment donné, Mobutu voulait faire rentrer ces gens chez eux. Pas Mobutu essentiellement, c'est le premier ministre Kengo Wadondo et le vice-premier ministre Kamanda Wakamanda, et qui tous deux étaient d'accord avec les Congolais, surtout les commerçants et commerçantes du Kivu, pour faire retourner les Hutus chez eux. La communauté internationale, les Nations Unies, ont dit non, gardez ces gens au Congo, et Kagame a profité pour les poursuivre chez nous. Donc voilà ces climats, ces comportements de la communauté internationale qui a fait payer au Congo, et aujourd'hui Kagame trouve prétexte de poursuivre les Interamouins et les FDLR chez nous pour prendre possession. Et le modérateur a dit tout à l'heure, plus de 120 localités congolaises sont entre les mains des Kagame, des Tutsis aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? La Belgique sait exactement ce qui s'est passé. Pourquoi nous n'arrivons pas à résoudre cette situation? Nous allons plus loin. Nous faisons la démocratie. Je passe l'époque Kabila. Kabila vient, il est venu ici au Parlement, au Sénat belge, et il a été accueilli à bras ouverts. On pensait qu'on pouvait faire quelque chose pour que le Congo aille de l'avant. Bon, nous avons connu une période difficile. Mais nous avons, résisté à Kabila, qui lui aussi voulait changer la constitution. Si vous vous rappelez, 2014, 2015, 2016, c'était surtout 2014-2015, et nous sommes opposés à Kabila. On arrive aux élections de 2018. 2018, vous le savez, tous en tout cas, le Belge le premier, et comment ça s'est passé? Je gagne l'élection présidentielle, on proclame M. Tshisekedi en complicité avec M. Kabila, et tout le monde ferme la bouche. Excusez-moi, gentlemen, I'm here in front of you. I'm really happy to see and discuss about Congo, my country. And we Congolese and Belgians, we have a common, interest in that country, Congo. But my problem is that it looks like people have given up Congo. And this country is becoming as no man's land, where everybody can do what we want. And today, the entire world had discovered another guy by the name of Kagame, who's there to disturb Congo. It looks like also the part of the international community, including Belgium, they have agreed with Kagame that Kagame has to do whatever he wants. We have some historical dates. I've started with 1885, Berlin Conference, 1908, the État indépendant du Congo, 1960, the independence of Congo, and you know what's happened to come to that date. And we have 1965, Mobutu took over by a coup d'etat. And 1990s, when Mobutu declared that the Congo is open to multipartyism, and then we had the National Conference Souverain until 1997. Mobutu went out because we had the Rwanda genocide, and the guy came to Congo, we threw Mobutu, and then we start a new era. I didn't mention in French when we went to South Africa, Congolese political party and civil societies went to South Africa, and we had that Accord Global and Inclusive signed in Sun City, 2002. And we had the new constitution. That constitution led us to the 2006 election. Then you know how the election
went through in Congo. 2006, Bemba won the presidential election, but Kabila was declared as winner. 2011, Tshisekedi won the election, and Kabila again was declared as winner. 2018, I won, and Tshisekedi maneuvered with Kabila, and he was proclaimed as winner. 2023, it was not an election. We call it simulacrum of election. It was a disaster. 7 days having election, which was prepared for 1 day, but 7 days with machine everywhere. I don't know in Belgium if you use electronic voting, and in the whole world, I've discussed with people, they say that this is a disaster. How can the country, without advanced technology, can use the electronic system? Okay, today we are where we are, with more than 120 localities of Congo on hands of Mr. Kagame and the M23, because for me the M23 is something that Kagame put in place. And we have Mr. Tshisekedi, who was put there by Mr. Kagame and Mr. Kabila, and they seem to be separated. I don't know if it's really true, they are really separated, or they are doing what we call in French, sissi-parité. They are doing sissi-parité, that means, okay, we tell everybody that we are not together, but in reality we are together. That's the question. Tshisekedi want to change the constitution? And I told him that no way. He will not do that. In 2014, it was August 4, 2014, I was in front of what they call NED, National Endowment for Democracy in the US. President Obama called for the US-Africa conference, and we were there to discuss about the same issue, the change of constitution. Okay, at that time, we told him, Mr. Kabila, you will not do it, you can't, and we'll be in front of you to say no way, no change of the Article 2220, and today we are saying to Tshisekedi the same. I'm ready to receive your questions and comments and the remarks. Thank you very much. Alors, mesdames et messieurs de la presse, je vais passer avec le micro. Monsieur le Président Martin Fayulu va désigner qui va prendre la parole et je passerai ensuite donner le micro à la prochaine personne. Je vous remercie. Je pense qu'on peut commencer par vous. Bonjour, Pierre Benazet, RFI. Vous parlez de l'attitude étrange de la communauté internationale à certaines époques de l'histoire et en particulier actuellement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet par le fait que, par exemple, la Commission européenne, l'Union européenne attribue 20 millions d'euros aux forces armées rwandaises, censément pour leur présence au Mozambique, mais finalement, ça fait quelque chose d'assez large. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de double discours? Tout à fait. Monsieur Benazet, je vous suis, je sais que vous êtes partout. Vous étiez à Genval, dernièrement, quand nous avons créé la Mouka, vous étiez là. Et c'est vrai, c'est double langage, c'est double standard de l'Union européenne qui soutient M. Kagame. M. Kagame est devenu le policier de l'Europe ou de l'Occident en Afrique. Mozambique. Vous voyez comment les Mozambicains sont aujourd'hui contre l'Union européenne, contre la présence rwandaise chez eux, dans nos pays, le Tchad et autres. Et, ça, nous ne sommes pas d'accord. Il y a des pays qui ont refusé que les 20 millions soient accordés. Il y a des pays, et je vais prendre l'exemple chez vous ici, M. Bernard Quentin,
qui était l'Union européenne ici, qui était proposé pour le représentant de l'Union européenne pour les Grands Lacs. M. Kagame a refusé et a influencé l'Union européenne pour que Bernard Cantin ne soit pas le représentant. Est-ce que c'est normal? Comment est-ce que Kagame a pénétré vos administrations et comment est-ce que Kagame impose sa loi en Europe? Comment est-ce que Kagame, qui a des militaires reconnus, lui-même il l'a dit, à Luanda il a dit que non, nous allons retirer nos 4000 militaires. Il reconnaît, tout le monde le sait. Comment est-ce qu'on ne l'empêche pas? Donc nous ne sommes pas d'accord avec l'Europe. La question qu'on se pose, vous parlez du Congo comme pays solution. Vous parlez du Congo comme le pays qui a des terres rares, qui a des minéraux dont le monde a besoin aujourd'hui. 2 345 000 km². Vous parlez du Rwanda, 26 000 km², 2 fois et demi plus que Kinshasa. Et vous parlez du Rwanda, 13 millions d'habitants, les Congo, 120 millions d'habitants. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est comme ça que les Congolais disent, oui, l'Europe, l'Amérique sont dans ces complots de balkanisation des pays africains. Vous avez commencé par les Soudans. Les Soudans, ça a réussi aujourd'hui. Regardez, le Soudan est un lambeau. Et le Soudan du Sud. Vous avez été au Mali. Et le Mali, j'ai travaillé au Mali pendant 2 ans. Havre de paix. Allez au Mali aujourd'hui. J'ai fait le tour de l'Afrique de l'Ouest dernièrement, au mois d'août dernier. J'étais au Sénégal, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Ghana, j'étais au Nigeria. Je n'ai pas pu aller au Mali, un pays que j'aime beaucoup, parce que ça ne va pas. Et maintenant, le Congo. Donc ces pays doivent être balkanisés et avec la complicité de l'Occident. Et après, vous allez vous étonner qu'un militaire vienne discipliner tout le monde, comme ça s'est fait dans le pays comme le Burkina et même le Mali ou le Niger, et que les relations entre l'Afrique, ces pays-là, et l'Europe soient des relations qui deviennent tumultueuses et difficiles. Donc, s'il vous plaît, reconsidérez vos positions. L'Europe doit reconsidérer sa position. Il doit traiter les Africains comme des gens qui sont capables aujourd'hui de prendre leur destin en main. Je termine par là, M. Benazé. J'étais à Chicago, à la Convention démocrate. Ils ont dit, voilà les principes démocratiques, ainsi de suite. J'ai dit à tous les sénateurs, les députés qui étaient là, écoutez, j'ai un problème avec vous. Ces principes démocratiques, c'est pour vous ici. Est-ce que vous les appliquez chez nous? Au Congo, nous avons gagné l'élection, vous avez proclamé quelqu'un d'autre. En Guinée, c'est l'autre d'Alain Diallo a gagné, vous avez proclamé quelqu'un d'autre. Au Congo, vous avez au Rwanda, Kagame réalise des scores soviétiques et vous acceptez. Kagame dérange les Congos et vous ne dites rien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, non, il faut que l'Europe, si vous voulez qu'on entretienne de bonnes relations, parce que nous avons des enfants qui sont souvent aussi européens, qui sont africains, qui étudient ici, qui demain n'accepteront pas la situation d'aujourd'hui. Et comment ça va se passer? Vous craignez un monde, un désordre terrible que personne ne pourra maîtriser. C'est pour cela qu'on vous dit, dès à présent, reconsidérons notre position, changeons de fusil d'épaule. Merci beaucoup. Bonjour, M. Martin Fayulu. Je suis Myriam Sengui, communément appelée Mamimi de la radio Bosomi. Ma question concerne l'intégrité territoriale. Personnellement, moi je suis très touchée quand je vois que mes compatriotes de l'Est aujourd'hui, il y a de ceux-là qui n'ont pas aller au vote, qui n'ont pas participé aux élections. Et par exemple, les territoires comme Bunagana, les Massissi et tant d'autres qui l'AFC de M. Nanga ont récupéré. Donc il y a pas mal de territoires. Donc moi ça me préoccupe parce que là, vous avez parlé de la balkanisation et que vous pointez du doigt la communauté internationale qui est en train de manigancer pour accomplir cette balkanisation. Mais
qu'en est-il de nous? Parce que vous avez dit tout, en anglais tout à l'heure, everybody have given up. Ça signifie que tout le monde a abandonné. Et donc, vous aussi, vous, M. Martin Fayulu de l'opposition, vous avez également abandonné. Tous les peuples congolais, on a abandonné. Nous-mêmes de la diaspora, on ne fait plus de marches. On a abandonné de parler de Massissi, de Bunagana et de tout. Alors, que fait-il-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Ma question est de savoir quelle est votre stratégie à vous de l'opposition pour pouvoir récupérer ces territoires. C'est ce qui me préoccupe et je voulais une réponse claire et je vous remercie. Maman Mimi, vous aurez une réponse claire si vous ne l'avez pas déjà eue. Et je suis très content que vous évoquiez cette question, intégrité territoriale. Voici ce que l'article 63 de notre Constitution dit. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité en cas de menace extérieure. Bien. Et vous le savez bien, Maman Mimi, que depuis un temps, depuis mars dernier, j'ai, avec mon parti, décidé, engagement pour la citoyenneté et le développement, nous avons dit qu'il faut la cohésion nationale. Nous avons dit, nous avons fait appel aux évêques catholiques de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, et aux pasteurs de l'ECC, Église du Christ au Congo, de venir faciliter les discussions entre parties prenantes, entre politiques. Et nous avons dit, nous ne sommes pas nombreux, 5-6 parties prenantes, on se met d'accord et on se dit, sous les thèmes vérité, réconciliation et cohésion nationale. Ce thème-là, on se met autour d'une table. Et nous avons dit, on se met autour d'une table pour parler de 4 choses. La première, comment recouvrer l'intégrité territoriale du pays. Deuxièmement, comment arrêter la gabegie financière. Comment réduire les trains de vie de l'État pour récupérer suffisamment d'argent et investir dans l'armée, acheter des armes, donner des munitions donc, à nos forces armées, payer correctement les forces armées, les entraîner correctement pour récupérer nos portions de terre et avoir l'intégrité. Troisièmement, comment arrêter avec les exactions systématiques ou les violations systématiques des droits de l'homme. Et quatrièmement, enfin, comment faire des réformes nécessaires pour que demain on puisse avoir des élections crédibles, c'est-à-dire élections impartiales et élections transparentes et apaisées. Donc, nous sommes dans ça. Nous avons travaillé là-dessus. Nous l'avons sorti lors de notre Conseil national avec 10 résolutions. Les 2 premières résolutions, c'était sur la sécurité, sur l'intégrité territoriale. Le 30 juin dernier, j'ai lancé un appel à M. Félix Tshisekedi. Je vais vous répéter ça exactement. Je dis ceci en toute responsabilité. Je demande à M. Félix Tshisekedi d'intérioriser les slogans d'Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Il sera visé. Et je demande à nos pères spirituels de nous réunir tous autour de ces thèmes, vérité, réconciliation et cohésion nationale, pour reconstruire les Congos. Il ne s'agit pas de partage du pouvoir. Je ne suis pas là pour partager les pouvoirs. Les gens ont dit non, Fayulu est fatigué de l'opposition. Je ne sais pas s'ils me connaissent bien. Je ne me fatiguerai jamais. Et je dis qu'il ne s'agit pas de partage du pouvoir. M. Félix Tshisekedi avait demandé qu'on partage les pouvoirs. Le président kenyan était à Kinshasa le 24 janvier 2019, m'avait demandé que je sois vice-président du Congo. Je lui ai montré, à ses envoyés la constitution congolaise. J'ai dit où c'est inscrit le poste de vice-président. Ah non, dans ce cas-là, Premier ministre. Non, je ne partage pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelqu'un qui est là, c'est le peuple qui donne le pouvoir. On ne partage pas les pouvoirs en catimini. Donc, je travaille pour la cohésion nationale, madame. Et vous le savez, Félix Tshisekedi, ses conseillers lui ont dit
Ne laissez pas au sel Mukwege et Fayulu cette affaire de l'intégrité territoriale. Ne laissez pas au sel Mukwege et Fayulu ces combats contre Kagame. Et c'est comme ça que Félix a, dans ce que les Anglais appellent les lip service, il est parti dire Bassakana Fachi Betonté, qui s'amuse avec ceux avec qui il s'amuse, pas avec moi, et je vais récupérer. Mais c'était comment dire, un langage inutile qu'il voulait dire aux Congolais. Mais en réalité, Félix Tshisekedi avec M. Kagame, et vous le savez, ils nous font savoir qu'ils ne sont pas ensemble, mais ils sont ensemble. Mais nous nous battons pour cette intégrité. Et vous dites que non, il est parti chez Orban là-bas pour dire que non, il n'y a pas de réconciliation à faire, il n'y a pas de dialogue politique parce qu'il n'y a pas de crise politique au Congo. Et il a une définition des crises politiques. Donc Félix Tshisekedi continue à faire comprendre aux gens qu'il lui ne comprend absolument rien. Merci. Oui, voilà. La question suivante, Monsieur Cornelis Landou. Pardon, les questions en français, je réponds en français. Les questions en anglais, je répondrai en anglais. Merci. Ok. Je disais Cornelis Landou, agence congolaise de presse, et Onesh Africa, qui est un magazine. Bon, comme je peux profiter de l'occasion, je suis également le président de l'association des journalistes congolais de Belgique. Alors, ma première question, vous avez pratiquement effleuré le sujet. Elle concerne l'état des lieux de l'opposition. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment l'opposition est organisée aujourd'hui? Alors, cette question a trait à la révision ou le changement de constitution. Nous constatons que le président Tshisekedi ne décolère pas. Et donc, il est dans sa logique. Il fait même pratiquement la campagne sur le sujet à travers les provinces. Alors, quels moyens vous avez, opposition et peut-être société civile réunie, pour barrer la voie à ce projet? Merci. Alors, Monsieur Landou, l'agence congolaise de presse. Alors, l'agence congolaise de presse aime bien les Landou. Vous connaissez Landou Salakassa? C'était mon PDG. Ah bien voilà, Landou Salakassa. Qui n'est pas de ma famille. Oui, mais c'était quand les Congos étaient les Congos, on avait des journalistes, comme les Albert Mavungu, les Landou Salakassa, et tant d'autres. Non, et vous me posez la question sur l'état des lieux de l'opposition. Vous connaissez l'état des lieux. Je ne comprends pas quand les gens disent que vous ne vous entendez pas, l'opposition et tout ça. Quand, bon, le championnat de Belgique n'est pas un championnat qui est très suivi dans le monde. Et bien que, quand j'étais jeune homme à Kinshasa, à l'époque, j'ai joué dans une équipe qui s'appelait Malinois. Okay? Parce que nos équipes, à l'époque, avaient des noms des équipes ici. Et, mais si je prends la Liga, quand Barcelone, les Real, les Villarreal et les autres commentent les championnats, personne ne pense là-bas travailler pour quelqu'un d'autre. Tous ils se disent non, on vise les titres, ou bien qu'on se place en position utile pour les Champions League, et ainsi de suite. Tout politicien qui fait la politique, lui, il pense gagner les élections, surtout les majors. Il pense que moi, je vais être candidat. Katoum, il pense que lui, il est candidat président de la République. Mais Tshisekedi pensait qu'il est candidat président de la République. Fayoulou pense qu'il est candidat. Mais comment voulez-vous que, à chaque fois que les gens se mettent ensemble pour dire que non, l'opposition, ce n'est pas l'opposition. Moi, j'ai un parti. Vous me demandez quel est l'état de l'ECD. Je vous dis que l'ECD a un manifeste qui est là, certains en ont. L'ECD a fait des réformes institutionnelles, nous avons là. L'ECD a un projet de société, et l'ECD, je vous dirai. Mais maintenant, quand il s'agit de se mettre ensemble pour une cause commune, pour défendre la démocratie, les politiques congolais n'ont jamais déçu. En 1990, quand le président Mobutu avait décrété le multipartisme, vous avez vu que les gens qui sont partis
ils se sont mis ensemble pour créer l'Union sacrée. Monsieur Landou, je peux vous le dire ici que quand nous avons... Les gens qui ont créé l'Union sacrée sont Papa Boboliko, Papa Ileyo, Ngonz Carlibon, Kimu Kiakumanza, et nous, les jeunes, on était dans une organisation qui s'appelait les FDD, Forum pour la démocratie et le développement. Christophe Le Congo était le président, j'étais vice-président, on était avec les Bahati et tout. L'UDPS n'était pas membre fondateur de cette organisation. C'est moi qui suis parti en 90 convaincre Etienne Tshisekedi que l'UDPS devait en faire partie. Pour lui demander, et Dr Luseke, qui est médecin ici, c'est lui qui nous avait conduit là-bas. Donc, en ce moment-là, il y a eu besoin que les gens se mettent ensemble. On s'est mis ensemble. On a opposé à Mobutu ce qu'on lui a opposé. Nous avons reçu ou obtenu de Mobutu la conférence nationale souveraine. Rappelez-vous, Mobutu parlait de la conférence constitutionnelle. Encore une constitution. Et nous lui avons dit non. Conférence nationale souveraine. Il a dit que non. Je convoque la conférence nationale. Nous avons dit oui. Et quand nous sommes arrivés à l'hémicycle, là-bas au palais du peuple, nous l'avons décrété souveraine. Ok? Maintenant, vous pouvez regarder toute l'histoire. Vous êtes de l'agence congolaise de presse, vous connaissez. Mais récemment, nous sommes mettés ici à Général. Quand l'opposition devait se mettre ensemble, nous nous sommes mis ensemble pour contrer Kabila. Quand Kabila a dit « je veux les dialogues selon moi », donc selon lui, avec Edem Kodjo, nous lui avons dit non. Les dialogues selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'opposition s'est mise ensemble à Genève. Genève n'était pas une génération spontanée. Nous avons commencé par Pretoria. Pretoria, nous nous sommes mis tous ensemble. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, le professeur Matungulu et moi-même. Nous sommes, et Jean-Pierre Bemba. Nous nous sommes mis à 7 ensemble et nous avons sorti un candidat commun. Malheureusement, que Félix est parti. Malgré que Félix Kamerhe soit parti, nous avons gagné. L'opposition s'est mise ensemble. Et récemment, il y a 3 semaines, vous avez suivi que nos partis, là, ensemble, même le FCC est arrivé. Les gens m'ont posé la question, est-ce que vous vous mettez avec Kabila? Non, j'ai dit que même avec Tshisekedi, tout le monde, patriote, qui veut que les Congos aillent de l'avant, que les Congos se développent demain, on se mettait ensemble. Qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Vous connaissez la situation de la Belgique, que je suis, et de près aussi. Je parle de la France, par exemple. Le Mélenchon et les autres. Le Parti socialiste a vomi Mélenchon. Mais quand il s'était agi de se mettre ensemble, de créer l'union de la gauche, ils l'ont fait. Ne pensez pas que les politiciens congolais doivent se comporter différemment des autres. La politique, c'est la même partout. Et donc, au moment voulu, nous sommes là. Donc, maintenant, vous dites quels sont les moyens de l'opposition. Le moyen de l'opposition, il y a un seul moyen, c'est le peuple que nous avons utilisé. Rappelez-vous qu'en 2015, en janvier 2015, du 19 au 22-23 janvier, nous avons opposé à M. Kabila une fin de non-recevoir sur son projet des recensements. Il avait commencé par les changements de la Constitution, on a mis ça en mal, et il s'est dit que, bon, comme il n'y a pas de changement de Constitution, je vais maintenant demander que le préalable aux élections soit les recensements, et que les recensements devaient durer 5 ans. On lui a dit non. Et nous avons fait des manifestations de l'opposition sans l'UDPS. Quand vous regardez, je suis tombé dans Google, je vois que c'est l'UDPS qui a organisé. Non, pas l'UDPS qui a organisé. Cette rencontre était organisée par la dynamique de l'opposition que j'ai dirigée avec Kamerhe à l'époque. Il a fait pas l'UDPS. Mais nous avons opposé une fin de non-recevoir. C'est le président Kingo Wadondo qui a sauvé Kabila quand il a dit que bon, on enlève cet article dans les Sénats disent que non, on ne fait pas des recensements, on enlève cet article dans la loi électorale. Merci. Bonjour M. Fayolo. Bonjour. Pat Thomas de Radio Air Libre. Vous avez dit j'ai gagné les élections en 2018
Mais les Européens, les Américains, ils ont regardé ailleurs. Ils ont pris bonne note, tout simplement. Ils n'ont pas voulu vraiment prendre position. Je constate qu'en Corée du Sud, le président a failli faire main basse sur le pouvoir. Et tout de suite, les hommes politiques, les élus, une partie de la population, une bonne partie d'ailleurs de la population s'est levée. Et c'est, en tout cas, a fait reculer le leader qui voulait faire main basse sur le pays. En RDC, qu'est-ce que vous faites? Le président actuel est en train d'arranger, de s'organiser petit à petit pour changer effectivement la constitution, vous l'avez dit. Que fait-on? On attend que la machine soit totalement en branle pour réagir. En tout cas, l'opposition ne semble pas trouver la bonne manière de s'opposer, comment dirais-je, à la marche de Étienne Tshisekedi. Un autre point, de Félix, pardon, excusez-moi, de Félix. Un autre point. Vous avez dit l'Europe doit reconsidérer son point de vue. C'est très important parce qu'il y a énormément de pays africains aujourd'hui qui disent aux Européens et principalement aux Français, rentrez chez vous. Pas de base militaire française en Afrique. Qui aurait cru il y a encore peu que le Sénégal prendrait telle position? Qui aurait cru que les pays du Sahel feraient, et en premier lieu d'ailleurs, feraient cela? Qui aurait cru que le Tchad allait le faire? J'ai quelques amis de ces pays-là qui nous disent nous sommes faibles, mais déterminés. Mais si un grand pays comme la RDC prend le train en marche, aucun pays occidental ne saura nous arrêter. Quelle est votre position par rapport à cette grande marche de la jeunesse africaine? Parce que la plupart de ces dirigeants-là, ils sont tout à fait jeunes. Voilà mes deux questions. Non, très bonne question, très bonne remarque. Que faites-vous? Je vous ai déjà dit ce que nous faisons. Je vous ai dit qu'il y a 2-3 semaines, on s'est réunis au niveau de ce que vous appelez l'opposition, que nous appelons la résistance, et nous avons signé, ou nos secrétaires généraux ont signé une déclaration commune. Au moment où je vous parle, il y a une lettre qui va être envoyée au ministre de l'Intérieur, il est vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour dire que nous commençons des manifestations. Nous avons déjà commencé les manifestations. Vous suivez que les partis individuellement, nous faisons des manifestations et notre parti, avec nos partis alliés de la MOCA, chaque semaine, nous sommes partout au Congo. Et il y a Delis Sanga et son groupe qui organisent aussi des manifestations. Demain à Kinshasa, à Massina, il y aura une grande manifestation que nous organisons. Mais maintenant, nous allons culminer vers, en vous donnant le programme. Il y a un programme précis et avec une date précise où vous allez voir ce que nous allons faire. Rappelez-vous qu'il y a eu quand même un 16 février au Congo. Rappelez-vous qu'il y avait un 4 janvier au Congo en 1959. Rappelez-vous ces dates historiques. Rappelez-vous qu'en 2004, on a arrêté les gens qui voulaient prendre Goma. Le peuple congolais a des victoires comme ça. Et ne pensez pas que nous sommes faibles. Les amis sénégalais me disaient, mais ce que vous faites chez vous ici, quand nous avons eu le 16 février, qu'ils ne pouvaient pas le faire. Mais ils sont arrivés. Et on arrivera. Ce que nous faisons, on s'organise. Nous sommes déterminés. Nous ne sommes pas faibles, comme dit faibles et déterminés. Nous sommes déterminés, nous sommes forts. Des fois, on ne voit pas ce que nous faisons. Ou on ne veut pas voir. Mais ce que nous faisons, c'est énorme. Nous avons refusé le 3e mandat à Kabila. Vous vous rappelez? Donc c'est le peuple congolais, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Avec le leadership de la résistance de l'opposition. Et la grande marche des jeunes, c'est pour cela que nous voulons que des jeunes viennent avec nous. Et vous avez été ici en Belgique. Je viens de l'Angleterre, de Londres pour enterrer mon directeur des cabinets.
Mais la résistance a commencé à Londres. J'ai fait des marches là-bas avec les Congolais de Londres. J'ai fait des marches avec les Congolais de Paris. Je suis venu ici. Il y avait des amis, Tshisekedi for President. On était unis. Félix Tshisekedi est venu, il nous a séparés. Il nous a séparés dans les tribalismes. Et vous acceptez ça. Mon frère, moi je suis Congolais, je suis Quinois, pure souche. Je les revendique. Ok? Quinois, ça veut dire que ma famille, c'est pas ma famille nombrique. Ma famille, c'est les gens de mon quartier avec qui je joue. Ma famille, c'est les gens qui sont dans mon école. Ma famille, c'est quand je suis dans... Moi, je suis xavérien. Et ma famille, c'est ça. Quand je joue au football. Je vais vous donner des anecdotes. Quand on était gosses, on jouait. Je suis à Njili, quartier 2. On joue contre le quartier 3. Il y a la bagarre. Quand la bagarre commence, j'ai les cousins de l'autre côté. Ok? Les cousins, c'est ma famille. Mais c'est pas avec un ami du quartier. Moi, je donne des coups à mon cousin. Parce qu'il n'est pas ma famille. Exemple, il y avait Kinshasa, il y a des gens qui venaient du village. Quelqu'un vient avec son oncle qui vient du village. Il l'amène jouer avec ses amis. Il lui dit, en lingala, Wanazan de ma mère, Todame. Celui-là, c'est la famille de ma mère. Mais ça veut dire que, et on doit le boxer. Donc ma famille, c'est vous. Donc, il est venu, Félix Tshisekedi, je ne sais pas, lui aussi qui est né à Kinshasa, mais je ne sais pas, ses valeurs quinoises ne sont pas les mêmes. Quinois, c'est quelqu'un qui est allé à l'école. C'est quelqu'un qui a chanté, était chanteur à l'église, ou servant. C'est quelqu'un qui était xavérien ou qui était scout. Et c'est quelqu'un qui est éduqué, qui est propre. Parce qu'on avait les services de l'hygiène et on était comme ça. Donc, ce que nous faisons, c'est que revenons ensemble. Pourquoi ici en Belgique, vous ne pouvez pas faire une manifestation aujourd'hui contre les anti-valeurs de Tshisekedi? Pourquoi? Parce qu'il vous a séparés. Et vous êtes d'accord? Etienne Tshisekedi est parti, il ne connaissait pas la tribu de mes parents. Il y a beaucoup d'entre vous, je connais beaucoup de gens. Ils se disaient, ah tiens, tu es de telle tribu, tu es. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez ma tribu. Même on sait maintenant de quelle province mes parents proviennent. Je suis quinois et je les revendique. Et je suis congolais. Je suis autant populaire au Nord Kivu qu'à Kinshasa. Et c'est ça qui fait la fierté du Congo. Allez à Butembo. Kisangani, ça s'appelle Ville Mafa. Et je suis fier. Je peux... Faites un tour un jour, demandez à Félix que lui et moi, on aille à Kisangani. Demandez à n'importe quel leader politique qu'on aille à Kisangani. Et vous verrez que les Congolais ne sont pas des gens qui mettent en avant la tribu. Et Félix est venu nous diviser. Avant que le pape ne vienne à Kinshasa, 2 jours ou 3 jours avant, Félix m'avait envoyé monsieur la VTO. Je suis obligé de le dire ici. Il dit que ton frère demande que tu sois là. J'ai dit, mais comment? Et je lui ai dit beaucoup de choses. Mais entre autres, j'ai dit que tu vas dire à Félix. Je ne pourrais pas être au palais de la Nation. Mais je serai à l'église, à l'aérodrome d'Indolo. Je me suis déjà arrangé avec l'église catholique. Je serai là. Mais dis-lui, ce que je lui reproche, c'est d'avoir divisé les Congolais, d'avoir amené les tribalismes. Merci. Oui, bonjour, Mathieu de Mester de l'AFP à Bruxelles. Moi, je voudrais savoir, si je ne me trompe pas, le président Tshisekedi, c'est fin octobre qu'il a révélé son intention ou son projet de révision de la Constitution, et depuis, il n'y a pas eu beaucoup de choses, il n'y a pas eu plus de choses très claires. Qu'est-ce qu'il y a pour vous derrière ce projet? Qu'est-ce que vous y voyez? C'est quoi? C'est la possibilité de faire un 3e mandat que Kabila, en son temps, avait tenté? Ou est-ce qu'il y a autre chose que ça? M. Tshisekedi a révélé ça fin octobre, lui, mais ses lieutenants, surtout celui qu'il considère comme la personne qui dirige le parti aujourd'hui, M. Kabouya, l'avait fait avant. Les gens pensaient que c'était des élucubrations de M. Kabouya, mais Tshisekedi est venu les confirmer, il a confirmé plusieurs fois. Et on a vu encore avant-hier Jean-Pierre Demba qui voulait faire dire à Tshisekedi ce qu'il n'a pas dit. Non, il a parlé de révision et pas de changement. Je crois que le président Biden avait tapé dessus et c'est comme ça qu'il a, Jean-Pierre Demba
et a dit ce qu'il a dit, mais hier, son parti a fait un rétropédalage pour dire qu'il soutenait le projet des révisions changement de la Constitution. M. Tshisekedi veut demeurer au pouvoir. Et c'est la seule raison qu'il veut changer la Constitution. Mais changer la Constitution, c'est un... il fait ce que les Britanniques appellent, ou les Anglo-Saxons appellent le scénario planning. Okay? Dans ce scénario planning, il a plusieurs scénarios au scénario. C'est-à-dire que je vais fatiguer ces gens, les amener dans le changement de la Constitution, et pendant cela, on perd le temps. On perd le temps, et à un moment donné, si je réussis, je passe. Si je ne réussis pas, vers fin 2025, on n'aura pas suffisamment de temps. Je vais commencer à dire aux gens, allons-y, préparons la loi électorale, préparons la commission électorale, il va imposer ce qu'il va imposer, et il y a des gens qui n'ont pas, des gens de faible esprit, qui vont courir en disant que la politique de la chaise vide ne paye pas, ils vont aller là-bas, et on n'aura pas suffisamment de temps, et ils organisent la fraude. Voilà dans les scénarios planning de Tshisekedi. Donc, ce qu'il fait, comme on dit en Lingala, Mangungu jamais Kobanga, donc il nous pousse et il nous force, il vient comme s'il était Hercule, il était le plus fort et tout ça. Mais non, nous le connaissons. Donc, lui, il veut gagner du temps et rester au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a suffisamment organisé la fraude, il a suffisamment organisé la corruption. Vous, Belges, vous le savez, ils ont acheté des appartements, des villas, des choses ici, et après à Dubaï, partout. Il veut protéger ça, lui, pour lui et sa famille. Vous avez appris, et ça, je demanderai moi à l'administration belge de me dire comment un procureur de la République, on connaît ce qu'il gagne par mois, et qu'il touche par mois, va acheter un appartement ici, une propriété de 900 000 $. Et quand la presse évoque ça, il brandit un document comme quoi il a reçu un prêt de la banque et qu'il rembourse ses prêts, il va rembourser dans 2 ans 45 000 $ par mois. On pouvait dire qu'il a fait un investissement des rapports et qu'on va lui payer le montant qu'il va rembourser. Est-ce qu'un appartement ou une villa ici peut coûter 45 000 $ par mois? Comment est-ce que lui et la Belgique a accepté? Comment est-ce que les 900 000 $ sont tombés dans les comptes du propriétaire de la personne qui a vendu cela? Et on a tous les Congolais qui avaient des comptes ici, on a fermé des comptes, Fortis et tel et tel. Comment? Donc, Tshisekedi a une seule intention, un seul objectif, c'est demeurer au pouvoir ou protéger ce qu'il a. Alors, comment il le fait? Demeurer au pouvoir parce qu'il a signé un accord avec Kagame, Kagame qui l'a aidé à accéder à la présidence. Il devait donner à Kagame la partie Est. Monsieur, faites ce que vous voulez faire, je ne m'en occupe pas. Aujourd'hui, Walikale est trouble. Il y a beaucoup de territoires du Congo qui sont entre les mains de monsieur Kagame. Et moi, je vais exercer ma dictature sur la partie Ouest. Et encore que le Sud, si les Katanga demain décidaient de faire sécession, voilà, ça, je ne vais pas m'en occuper, mais je vais demeurer au Sud et je suis président d'un petit pays et ça me suffit. C'est ça l'idée de Tshisekedi. Il a vendu, parce que lui, il dit que la Constitution, l'article 217, on reviendra peut-être sur ça, cet article dit que voilà, vendre la souveraineté du Congo aux pays limitrophes, aux pays voisins. Je ne sais pas si c'est lire le français ou pas, mais l'article n'est pas, c'est comme ça, c'est pas ça les libellés de l'article. Donc, Tshisekedi veut demeurer au pouvoir. Je vais vous lire l'exposé des motifs de notre Constitution, son point numéro 4 de la révision constitutionnelle. Et pour voir que cette Constitution, qui a certainement des faiblesses, comme toute œuvre humaine, mais cette Constitution qui a été écrite par les Congolais au Congo, à Simisini et à Kisangani,
a prévu beaucoup de choses. Et avant-hier, il y avait une réunion de professeurs organisée par un institut que le professeur Mbata préside et la fondation Konrad Adenauer. À l'hôtel Pullman à Kinshasa, avec beaucoup de professeurs, beaucoup de gens de l'IDPS. Et les gens de l'IDPS étaient confondus parce que ces professeurs ont dit qu'eux, ils ont participé à la rédaction de la Constitution. Et la Constitution a été écrite par les Congolais. Okay? Alors, voilà ce que le point 4 de l'exposé des motifs dit. Le point est intitulé « De la révision constitutionnelle ». Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Il le sait. Il le sait, mais quand vous allez plus loin, dans ce fameux article 64 dont on parle, et les Congolais et beaucoup de gens s'intéressaient seulement à l'alinéa premier. Mais l'alinéa deuxième dit quoi? Je vais vous le citer. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. J'étais avec M. Mbata, je l'ai amené partout. Quand il est professeur en Afrique du Sud, quand il venait au Congo, il habitait chez moi. Je l'ai amené à l'université de Kinshasa avec son institut. Ils sont partis aux États-Unis et il a développé beaucoup de choses sur la Constitution. Il a dit que c'est la meilleure Constitution que nous avons. Aujourd'hui, il fait partie de cette commission qui veut changer la Constitution. Voilà. En un mot, Tshisekedi veut demeurer au pouvoir pour protéger ce qu'il a acquis, pour protéger ce qu'il a pris de la République. Merci. Bonjour M. Fayoulou, moi c'est le docteur Yves Matanga, je viens d'Afrique du Sud, je suis docteur en électronique, juste amoureux du Congo. Et en fait, j'aimerais d'abord dire merci parce que vous aimez le Congo, on le sent tous, vous aimez cette République. Et voilà pourquoi je me suis déplacé de Louvain à Neuve pour venir ici vous voir. Alors, j'ai deux volets dans ma question. Le premier volet, celui-ci. Admettons que ce combat pour garder la Constitution intacte réussit. Alors, parce que le Congo doit être dirigé par des textes et non par les humeurs et tout ça. Alors, je pense bien que ce qui est assez objectif, que le leadership actuel n'est pas si consciencieux et moins éclairé. Alors, quelle est la procédure que vous utiliserez pour aider à influencer ce leadership à aller dans la bonne direction? Parce qu'on est en train de taper à côté vraiment. Et le deuxième volet, c'est celui-ci. Je pense que M. Tshisekedi, vous-même, vous allez passer parce que c'est des humains. Mais qu'est-ce que vous faites, voyons le modèle de l'ANC par exemple, pour faire en sorte que l'idéologie du Congo reste, pour que cette idéologie républicaine reste dans l'âme des Congolais, pour qu'on puisse toujours nous mettre debout devant les dérives, voilà. C'est ça, au fait, les deux volets de ma question. Voilà. Merci. Merci, docteur. Admettons que le combat de Tshisekedi réussit. J'imagine mal que ce combat réussisse, je ne peux pas aller dans ce sens. Je ne peux pas faire cette hypothèse-là, parce que je dis que je me dresserai avec les Congolais devant la route de Tshisekedi et pour lui barrer cette route-là. Il ne peut pas réussir, c'est impossible, c'est impensable, ça ne vient pas dans mon esprit qu'il réussisse. Mais vous dites, quelle est la procédure pour amener le leadership à redresser les Congos et tout ça? J'ai dit avant-hier qu'on peut donner 100 ans à Tshisekedi, il ne fera rien. Vous pouvez me mettre en NASA, moi, Fayoulou. Et Dieu me donne, comme dans l'Ancien Testament, 300 ans. Je ne pourrais pas faire décoller. Ce n'est pas mon métier, je n'ai pas appris ça, je n'ai pas été à l'école pour ça. Et encore que, quand j'ai terminé mes humanités à Kinshasa, je voulais faire Polytechnique. Mais je n'ai pas étudié dans cette branche-là pour qu'aujourd'hui je me dise que je peux aller
travailler sur une technologie de pointe. Je ne peux pas. Donc, Tshisekedi, je suis très étonné. Moi, je vois ici, la Belgique, c'est un pays que je respecte beaucoup, avec, par exemple, l'Angleterre, où on donne l'occasion à tout le monde d'étudier. Même des gens qui n'ont pas eu le bac, qui n'ont pas étudié. En France, par exemple, il y a les CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Et vous amenez 3 fiches de paye, vous êtes inscrit, et l'essentiel pour vous de réussir, et si vous réussissez, les CNAM, c'est considéré comme une très grande école, qui dans toute, et que ce soit en économie, dans le business, ou même la technologie. Ici en Belgique, la même chose, mais lui, il était ici, il n'a rien fait. Et je vous dis, les insuffisances de Tshisekedi ne peuvent pas l'aider à développer les Congos. Vous pouvez lui dire une chose ici, et là, il dit ça va sortir là-bas. Il va les tenir, il va parler, et lui, il parle dans l'humeur de la salle, il dit ce que vous voulez savoir, il les dit, c'est comme ça qu'il fait des contradictions à tout bout de champ. S'il regarde l'humeur de la salle, il n'y a rien qui est pensé et tout ça. Mais vous dites, que faites-vous pour l'idéologie et passer? Nous, on écrit, tout ça c'est écrit. Vous allez lire ici que les idées a relevé 18 défis pour développer la RDC. Les 18 défis sont répartis en 4 catégories. La première, les préalables, le prérequis, c'est-à-dire l'état des droits, l'intégrité territoriale et la pacification du pays, la cohésion nationale et la gouvernance intègre. Si vous avez ça, vous avez le prérequis, vous êtes un État normal et puis vous pouvez maintenant développer vos priorités. Deuxième catégorie des priorités, l'éducation, parce que pour nous, l'éducation, c'est la clé. L'agriculture, parce qu'il faut donner à manger aux gens. Les biens sociaux de base, la santé, l'eau, l'électricité, l'entrepreneuriat congolais. Il faut que les Congolaises et les Congolais soient aussi propriétaires d'entreprises et qui créent des richesses et, les infrastructures. Il faut avoir les infrastructures ferroviaires, routières, aéroportières, lacustres et même la connectivité. Et enfin, l'écologie. On appelle les Congo pays solution. Voilà 6 priorités que nous avons élaborées. Et nous passons cela, et nous écrivons. Tout c'est écrit. Donc on passe et on continue à éduquer la population des jeunes. On a des forums des jeunes. On continue à faire passer ça. Après ces 6 priorités, vous avez les 6 autres défis. L'identité culturelle congolaise. Il y aura des gens qui vont prendre ça s'il y en a suffisamment. L'identité culturelle congolaise, la jeunesse engagée pour le développement, l'élite congolaise, élite religieuse et élite intellectuelle. Qu'est-ce qu'on fait de nos églises? Que font les pasteurs? Simplement collecter les dîmes. Il y a un autre qui a dit qu'il n'a jamais reçu les dîmes de ces messieurs-là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ok? C'est récolter des dîmes, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous dites? Quand vous allez à Kinshasa, je parle de Kinshasa, et dans toutes les villes du Congo, vous regardez les dimanches, les gens qui vont dans les églises. J'ai vécu 3 ans au Nigeria. Les dimanches, je voyais, c'était fantastique. Je me disais, mais les gens allaient à l'église. Et je suis rentré au Congo, j'ai vu la même chose. Mais qu'est-ce que les pasteurs, les prêtres font de ces gens-là? Quelle éducation on donne à ces gens-là? Pourquoi on ne change pas? L'élite, la diaspora, vous, la diaspora. Est-ce que le rôle de la diaspora, c'est simplement envoyer de l'argent au Congo pour soutenir le mariage, soutenir, participer au décès, aux obsèques et tout, et donner l'argent pour que les gens remplissent les bars de Kinshasa pour boire? Ou vous devez faire quelque chose? Vous devez aussi être le diplomate du Congo. Quand vous allez sur la place de Washington, vous voyez comment les Rwandais, ils sont partout, même ici en Belgique. Les Rwandais ont pénétré l'administration belge. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi Matongé n'est toujours pas congolais, totalement congolais? Pourquoi? Vous allez dans le 13e arrondissement de Paris, c'est chinois aujourd'hui. Pourquoi Château-Rouge n'est pas congolais? Qu'est-ce qui se passe? Donc, la diaspora, nous avons une responsabilité, vous avez une responsabilité. L'intégration régionale, sous-régionale, et tout ça, c'est notre défi. Donc, nous avons lancé des défis ici
jusqu'aux réformes institutionnelles, réformes comment avoir de l'argent pour mener à bien ces programmes. Nous disons ceci, je vous le dis, je suis président demain. La corruption, c'est zéro tolérance. Monsieur, madame, vous volez l'argent de l'État, votre place c'est en prison. Pas simplement en prison. On me dit sur vous, tout ce que vous avez, c'est repris. Vous ne connaissez pas Fayoulou. Les gens ont crié Fayoulou à plus 5 millions de Tshisekedi. Vous m'avez bien regardé? Après, ils ont terminé, non, pas 5 millions, 13 millions. Non, 15 millions. Mais pourquoi Tshisekedi ne vous a jamais donné de preuves? Quelqu'un vous donne 5 millions. Mettons les montants les plus bas. Il n'a pas de preuves. Il n'a pas... Vous savez comment soulever des valises de 5 millions de dollars? Donc, est-ce que j'ai pris ça seul, moi, dans ma voiture, je mets, et puis je viens? Donc, nous gardons tout ça, c'est écrit. Nous avons des forums, on éduque la jeunesse, on organise des débats, et c'est pour cela que je vais dans les universités. J'étais dans l'université de Harvard, et j'ai fait un développement là-bas. J'étais à l'université à Washington. Dernièrement, j'étais à New Jersey, à Princeton University. Ok, là, j'étais ici en Belgique, j'étais à Louvain-la-Neuve et j'ai développé. Donc, j'étais à la Sorbonne, en France, j'étais dans mon école de commerce à Liège à Paris, et donc je continue. Et là, on ne me donnait pas la chance de faire ces exposés dans les universités congolaises, mais que j'avais déjà commencé à l'époque. Parce qu'à l'époque, j'étais plusieurs fois à l'UNIKIN, j'étais à l'ILK, à l'université protestante, à l'IEC, à l'ISTA. Et quand je vais faire là, on dit non. Et j'ai repris. J'ai été dernièrement à l'université panafricaine du Congo, je l'ai fait. Et il y a 3 semaines, je devais aller à Mbazabongo. Mais toute la République, les institutions se sont mobilisées, ils ont agressé verbalement les recteurs de l'université. On dit que Fayoulou, pas dans les universités. Dernièrement, quelqu'un a diffusé, un communiqué que Fayoulou sera à l'université pédagogique nationale. La place a été investie par les gens de la sécurité, Fayoulou ne vient pas ici. Mais on a trouvé d'autres canaux et nous allons continuer à faire passer ce que nous savons, notre idéologie, aux jeunes Congolais. Merci. Bonjour Président Martin Fayoulou. Je suis là, Cordon Iti. Je suis très content d'être ici. Et je voulais qu'on reste dans la Constitution, Président. Êtes-vous d'accord ou contre la révision et les changements? Surtout pour nous autres qui sont ici, l'article 10 de la Constitution pose un problème. Qui parle de nationalité congolaise inexclusive et ne peut être détenue concurremment à une autre nationalité. Ça, c'est vraiment notre préoccupation. Et deuxièmement, l'élection à 2 tours. Comment faire si on ne révise pas cette Constitution? Êtes-vous d'accord de réviser ou carrément on ne touche pas à la Constitution jusqu'à l'arrivée de Martin Fayoulou? Et la dernière question, Président, vous parlez tout à l'heure de Kisangani, de la foule. Parce que vous êtes l'homme le plus populaire, ça tout le monde le sait. Comment comptez-vous transformer cette foule en une arme de destruction massive contre ce pouvoir de Félix Tshisekedi? Le moment venu, il faudrait que cette foule sorte et fasse son travail. Et moi, je voulais juste vous demander quelque chose en dernier. Les Twitter, c'est bien. Rentrez plutôt vers les WhatsApp, vers les TikTok. Nous allons utiliser ça. Parce que c'est les réseaux où le petit peuple fait le travail. Merci, Président. Kobongweti, merci beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec le changement de la Constitution. Il n'y a aucun article de la Constitution qui prévoit le changement. Changer la Constitution, c'est un coup d'État. Et je vous ai parlé de l'article 64, l'alinéa 2e. Okay? Donc, j'ai étudié, j'ai fait l'université en France,
j'ai étudié les constitutions françaises dans mon cours de droit constitutionnel, Première République, Deuxième République, Troisième, Quatrième, la Constitution de 58. François Mitterrand disait que c'était, comment dire, le président était un monarque, il y avait une monarchie constitutionnelle, mais c'est lui qui a le plus bénéficié de cela, 14 ans, et jusqu'aujourd'hui on continue cette constitution. La constitution des États-Unis 1787, il y a eu combien de propositions d'amendements? Je parle d'amendements, c'est-à-dire de révisions. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu que 27 amendements. Oui, la révision constitutionnelle, on peut l'avoir. Mais la révision constitutionnelle, vous ne faites ça pas pour vous. Vous ne faites ça pas pour que vous en bénéficiez. La révision, d'abord, vous devez lancer l'idée, propager. Les Congo, c'est 2 345 000 km². Aujourd'hui, près de 120 millions d'habitants. Il faut créer ce qu'on appelle en anglais les focus group. Discuter avec les gens, dire pourquoi. Vous pouvez lancer l'idée de révision aujourd'hui, mais la révision peut intervenir dans 10 ans. Vous pouvez le faire. Vous pouvez lancer l'idée de la révision aujourd'hui, ça peut intervenir dans 5 ans. Mais nous-mêmes, nous avons dit, et si Cordon Weti, je crois que vous avez ça, ok? Vous lisez à la page 87, réforme constitutionnelle. Nous proposons le réexamen de la révision constitutionnelle de janvier 2011, en ce compris le rétablissement par le Parlement du deuxième tour de l'élection présidentielle, ancien article 71. Moi, je n'ai jamais considéré la révision du 11 janvier 2011, qui était intempestive. Je vous ai cité le point 4 de l'exposé des motifs. Si les parties prenantes, parce que je réponds sur la question du deuxième tour de l'élection présidentielle, si les parties prenantes se mettent ensemble en tant que force vive de la nation, et ils disent que nous mettons d'accord que la révision du 11 janvier 2011 était intempestive et que nous mettons ça de côté, on retrouve la constitution originelle du 18 février 2006. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de révision constitutionnelle à faire là-dessus. S'agissant des questions de nationalité, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais il faut mener ça à bien. C'est une question très simple. Et nous-mêmes, ça, c'est fait en 2022. Et nous le disons. Alors, quand les gens disent, ah, tel, c'est Sanga, parler de révision constitutionnelle et tout ça, oui. Mais est-ce que c'est tabou de parler de révision constitutionnelle? La révision n'est pas changement. Mais révision, ce n'est pas une révision intempestive. C'est une révision menée correctement. Et nous avons dit, et je vais vous dire parce que c'est écrit, nous disons ceci. Nous proposons le référendum sur la détention concurrente de la nationalité congolaise avec une autre, à l'exception de celle des 9 pays voisins de la RDC. Donc, nous le proposons. Pourquoi? Ça, c'est un travail fait. On a tourné tout le pays. Nous avons posé la question aux gens. Nous sommes venus en Europe. Nous avons posé la question. Nous avons des gens ici, des jeunes, des enfants, qui ont des nationalités d'ici, qui sont qualifiés. Ils veulent rentrer chez eux, mais ils ont peur. Là-bas, essayer cette expérience, il faut leur donner. Mais maintenant, si nous disons qu'on met la double nationalité, quel est le problème? Les gens nous ont dit, ah non, si vous mettez la double nationalité, tous les Rwandais vont être Rwandais et Congolais. Et comme chez eux là-bas, on ne nie pas, on ne renie pas à quelqu'un sa nationalité congolaise, c'est nous qui sommes perdants. Qu'est-ce que vous voulez? Et les gens ont dit que non, on peut faire cela, sauf le Rwanda. On a dit que non. Si c'est sauf le Rwanda, on va dire que non, vous discriminez les Rwandais. Alors, nous sommes d'accord pour le 9 pays limitrophes. Et ça, on peut aller, et puis, plus tard, 50 ans, 100 ans, les gens feront peut-être ce qui sera d'actualité. Mais, c'est une question que nous devons traiter minutieusement dans le temps. Mais dans l'entretemps, pour les Congolais qui sont ici pour la double nationalité, il y a des lois. L'Assemblée nationale peut prendre des lois et pour
allégé dans un premier temps. Parce que la question des révisions, ça a été galvaudé avec les intentions de Tshisekedi. Okay? Mal intentionné. Mais nous sommes d'accord que c'est une œuvre humaine. J'ai demandé aux gens de l'UDPS, et je vous demande à vous tous, si quelqu'un ici présent a un article de la Constitution qui gêne le gouvernement actuel pour développer la RDC, qui me le donne. Qui me le donne. Je vais vous faire, peut-être ne pas vous laisser poser des questions. Ils ont parlé de l'article 78 de la Constitution. L'article 78 de la Constitution, qui dit ceci. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si, condition, une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Alinéa 3, la mission d'information est de 30 jours, renouvelable une seule fois. Alors les gens s'assoient là-dessus pour dire que non, il y a 60 jours. Non, on dit si une telle majorité n'existe pas. Comme en France, vous avez vu ce qui se passe. Ce n'est pas de nous. Mais M. Tshisekedi, quand il a fait le simulacre d'élection, il s'est donné une majorité de 4/5, même plus, 4,5 sur 5. Il s'est donné une majorité, mais il n'a pas besoin. Parce qu'il a une majorité, il sait que tous ces gens-là sont les gens de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il cherche pour nommer un informateur afin d'identifier la coalition majoritaire? Donc on n'a pas besoin. Vous avez vu Diomaye Faye, ce qu'il a fait. Président, les heures qui suivent Premier ministre, les jours qui suivent gouvernement, quel est le problème? Donc, ce n'est pas. Il y en a d'autres, je vais vous prendre 2 ou 3, qui disent l'article 51. Alors, l'article 51, parce que j'ai encore suivi hier quelqu'un qui dit, car l'article 51 dit ceci, alinéa premier, l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Alinéa premier, c'est fini. Donc, il n'y a pas de problème. La cohésion nationale. Alinéa 2, il assure également. Il faut faire attention aux Français. Nous parlons le français ici. Si on avait mis un lingala, on va dire que non, on ne nous a pas suffisamment enseigné les lingala, les soyou, les chinois, les luma, les kikongo. Mais ici, le français, nous avons appris l'analyse des textes. Il assure, donc l'État, également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Regardez dans toutes les constitutions. Ça, c'est dans les droits de l'homme. OK? Mais ça veut dire quoi? Les minorités, ce n'est pas les minorités ethniques. C'est les personnes vivant avec handicap et tout ça. C'est ça que ça veut dire. Alors, maintenant, les gens de l'UDPS, moi, j'ai du mal. Je peux vous le dire qu'à l'UDPS, il n'y a pas d'excellence. Je peux vous relever des choses. Je suis obligé de les relever. Que le Tundu-là me pardonne. Quand nous étions... Et que les amis du FDD, on a gardé ça. Et comme un disait Rochero, vous connaissez cette chanson je suis fatigué. Les discours du président Etienne Tshisekedi à la conférence nationale souveraine, c'est nous qui l'avons rédigé. Le Tundula fait les drafts, les membres des FDD, moi-même et tout ça, nous corrigeons, nous sortons. Parce que, à 2 jours de la présentation du président Tshisekedi de son discours, il n'y avait rien. Et c'est sec là-bas, il n'y a rien. Donc comment les gens ne peuvent pas comprendre les textes, ils viennent, ils débitent. Alors ils se disent que non, les Congolais sont des gens qui aiment la parole. Ils sont des bavards, ils aiment la tchatch comme on dit. Et on va leur donner n'importe quoi, ils vont gober. Mais pas à tout le monde, quand même, pas tout le monde. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez un autre article qui fait qu'il est impératif de changer la Constitution ou de réviser la Constitution, dites-le moi. La Constitution. Alors, 217, merci beaucoup, Lexus. Ça, c'est bon.
Je ne parle plus, même les gens m'ont dit, mais vous étiez sur France 24, pourquoi vous ne parlez pas de 217? J'ai dit, mais non, parce que le mensonge, si vous continuez à remuer les couteaux dans cette plaie-là, et les gens vont continuer à parler, parce que eux, ils n'ont pas de scrupules. Pour eux, le mensonge, ils sont comme des mythomanes. Un mythomane, il te dit des choses, même s'il a inventé, il croit en ça, n'est-ce pas? Mais l'article 217, faisons, je ne vais pas dire l'exégèse, mais faisons, comment dire, l'analyse de ces textes. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Nous avons compris? Cet article pouvait s'écrire comme ceci. En vue de promouvoir l'unité africaine, la RDC peut, pas doit, peut, si elle veut, conclure quoi? Des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté. C'est l'abandon partiel de souveraineté. Aujourd'hui, la RDC a conclu les traités abandonnant une portion de sa souveraineté. Nous sommes dans l'OADA. Qu'est-ce que ça veut dire? Les droits commerciaux congolais, on a cédé à l'OADA. Nous avons... on peut aller plus loin. M. Félix Tshisekedi nous a fait inscrire, adhérer dans l'EAC, Eastern African Community. Mais dans l'Eastern African Community, c'est très grave, parce que l'article 4, c'est plus grave. Et on dit que nous pouvons, l'Eastern African, peut d'autorité décider qu'il prend ceci ou cela. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui est parti en Angleterre, à Londres, dire que ne vous disputez pas des petites portions de terre. Notre pays demain sera l'EAC. N'est-ce pas lui? Or, cet article, bon, comment quelqu'un qui sait lire le français, je ne peux pas dire que Tshisekedi, Félix ne sait pas lire le français. Comment il peut aller dire? Regardez ce que Tshisekedi dit. L'article 217 d'après lui dit ceci, que nous avons vendu notre souveraineté aux pays voisins. Pour que les gens vous disent, ah non, on a vendu la souveraineté au Rwanda, à l'Ouganda et tout ça, pays voisins. Et que les gens commencent à venir vous dire l'accord de l'Émirat et tout ça. Mais lui, quand il a signé des contrats avec l'Ouganda, quand il a signé des contrats avec Kagame, il pensait à quoi? Tshisekedi doit être traduit en justice. Tshisekedi doit être traduit en justice. Tshisekedi, l'article 165 de la Constitution doit s'appliquer pour Tshisekedi. Donc, Tshisekedi doit être traduit en justice pour la haute trahison. Vous me direz que non, la haute trahison, il faut saisir le Parlement et tout ça. Il y a un Parlement populaire. Le Parlement populaire doit traduire Tshisekedi en justice et le PET pour que vous compreniez ce qui se passe au Congo. Merci. Alors, vous avez Cordon Wechi. Merci pour les WhatsApp et les TikTok. Donc, il n'y a pas de problème. Mais je parle directement aussi au peuple, mais je vais m'y mettre dans ce sens. Merci beaucoup. Bonjour, Président. Je m'appelle Louise Sopolo. Sopolo, c'est mon mari, mon frère mari. Et moi-même, c'est Kahiro Sibalingana Louise. Je suis une paysanne. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. J'étais infirmière au Congo. Arrivé ici, j'ai fait la technicité des surfaces. Vous comprenez de tout ce qui est là. En fait, moi, je rentre à la Constitution. Parce que si je dois tout commencer à relancer, si je suis une fille du Nord Kivu, de Loubain-Roubain, et la guerre, elle est là. Depuis 2014, j'ai fait guerre. Pleurer, enterrer, pleurer. Moi, mon souci, je suis étonnée qu'on parle de la Constitution, parce que mon frère mari fut aussi un conférencier de la Conférence nationale souveraine. Et quand la Conférence souveraine
a commencé. Je pense que c'est bien que le président Fayoulou soit là-bas et qu'il était là-bas. Je suis très contente. Vous avez éliminé tout ce qui n'était pas congolais de rentrer dans cette conférence nationale. Et comme mon mari venait de l'Est, qui connaissait bien sa région, et les gens qui y habitent, ils ont fait tout pour faire sortir tout ce qui venait, comme les gens de l'Est, du Sud, du Nord Kivu, attaquer Congolais. Ils les ont mis dehors. Et la conférence a commencé. Nous avons souffert plus de 2 ans, nous seuls, avec les enfants. Monsieur Fayoulou, vous savez. Mais le problème qui est vraiment souci pour moi aujourd'hui, nos maris, nos conférenciers de cette époque, 1991 à 1993, janvier, et tout le monde est rentré, ils ont fait 2 ans à Kinshasa. Vous avez élaboré une constitution avec le président, notre archevêque Fé Mosengo. Et cette constitution, si je me rappelle bien, puisque nos biens ont été détruits par les guerres, par les volcans, tout ça, on avait des malles remplis. Vous êtes revenus avec des malles remplis. Entre autres, la constitution dedans. Cette constitution, qu'est-ce qu'elle a déjà fait ou bien travaillé dans notre pays qui a fait asseoir tant de fils et filles du pays pendant 2 ans et qu'aujourd'hui cette constitution est enterrée ou bien, c'est pas, enfermée dans des malles, puisqu'il y a ceux qui l'en ont, il y en a encore. Et je me demande, maintenant la question, qu'est-ce que vous a dit de cette constitution de la conférence nationale? Puisque si je commence à vous parler de la guerre, chez moi jusqu'à maintenant là, on est en train d'enterrer. Merci maman. Merci, je comprends votre émotion et je partage cette émotion. Et vous savez que Lubero, j'ai Lubero presque tous les jours au téléphone. J'ai les gens de Boutembo, de Béni. Pendant que personne n'allait là-bas, j'ai décidé en 2019 d'aller avec mon équipe passer les fêtes de nativité à Béni. Maman, votre mari a participé à la conférence nationale souveraine comme moi-même, j'étais jeune garçon, et nous avons fait beaucoup. Et c'est pour cela, les gens qui abandonnent, je leur dis de ne pas abandonner. Je suis en train de vieillir, mais je n'abandonnerai jamais. Et votre mari n'a pas fait un travail inutile. Et il est mort dedans, dans oui, la guerre. Tout à fait. Il est mort dans la guerre et il n'a pas fait un travail inutile. Et comme je dirais, mon directeur de cabinet, j'aurais dû demander une minute de silence ici, parce qu'on le fera après. Il n'est pas mort inutilement. Il a travaillé et ce qu'il a fait, nous continuons son combat, le combat de votre mari, mon directeur de cabinet, et tant d'autres qui sont partis. Nous continuons ce combat pour que le Congo soit demain un pays différent. C'est pour ça que je me suis adressé aux Occidentaux dès l'entame de la discussion. Mais qu'avez-vous fait de la constitution de la conférence nationale souveraine? Mais la constitution de la conférence nationale souveraine est intégrée dans la constitution actuelle. Si vous regardez cette constitution de la conférence nationale souveraine et vous regardez certains articles, la décentralisation, mettre en place des gouverneurs des provinces élus. Il y avait une discussion élus démocratiquement, enfin élus au suffrage universel direct ou indirect. Bon, ça, on a mis indirect, mais ils sont élus. Donc, les pouvoirs donnés aux provinces, si on appliquait l'article 175 de la Constitution, cet article 175 de la Constitution qui dit ceci, le budget des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40% et les
retenu à la source. Si on appliquait cela, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc les provinces se développeraient. Donc, on n'a pas fait un travail inutile. Les gens qui se sont réunis à 6 000, ils ont intégré tout ça dans leur feuille de travail, si vous regardez. Moi, j'avais des discussions avec les sénateurs de la transition qui parlaient, qui discutaient de cette constitution-là, du projet de constitution. Et ces projets de constitution, c'est pour ça que je suis étonné. Nous, à l'époque, j'ai dirigé une association qui s'appelait ILD, Institut pour la liberté et le développement. Nous avons imprimé et nous sommes partis dans des zones périphériques de Kinshasa pour faire la vulgarisation de ces projets. Donc, nous n'avons pas enterré cette constitution et lisez la constitution actuelle qui comporte certes des faiblesses et ces faiblesses pourront être révisées au fur et à mesure, mais avec le consentement de tous les Congolais. Aujourd'hui, si vous avez un gouvernement efficace, ce gouvernement peut travailler. Alors, on me dit qu'il reste 10 minutes. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Et avant que je ne conclue. Bonjour, monsieur Président Fayulu. Moi, présentation. Oui, vas-y que je le connais. Je veux me présenter. Pasteur Bobo pour le micro du pasteur Bobo. La question que moi je pourrais poser à Martin Fayulu, on pourrait dire que cavalier solitaire, il y a quelques années, vous étiez ici avec les opposants, le Moïse Katumbi, tout le monde, Félix Tshisekedi, Bemba, Damir et autres pour contrer Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous voit seul pour contrer Tshisekedi? Est-ce que Martin Fayulu de 2024-25, parce que c'est une question de rapport de force, est-ce que Martin Fayulu de 2024 a la capacité de mobiliser les Congolais pour contrer Tshisekedi par rapport à la Constitution, ou bien vous êtes seul? Pasteur Bobo, oui, on a mené les combats ensemble, vous êtes témoins, on était avec vous ici, vous avez organisé des débats, et quand on n'était pas comme on est aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on n'était pas seul, on était avec les autres, mais même aujourd'hui nous sommes avec les autres. J'ai défini l'opposition. L'opposition ne se réunit pas et comme ça, de but en blanc, vous vous mettez ensemble. Vous avez suivi, il y a 3 semaines, nos secrétaires généraux ont signé une déclaration commune. Donc, dans cette déclaration, les signatures apposées sont les signatures du secrétaire général de l'ensemble, secrétaire général du PPRD, et qui est avec toutes les, comment dire, tous les groupes qui sont avec eux, le secrétaire général de l'ECID, le secrétaire général de LGD et d'autres secrétaires généraux. Il y a dans ce document, vous avez une 50aine de signatures. Donc nous ne sommes pas seuls. Vous avez aussi d'autres compatriotes qui sont réunis autour de ces Sangha et des autres qui mènent le même combat. Donc, nous ne sommes pas seuls dans ces combats. Si, est-ce que Fayulu de 2024 peut mobiliser? Et j'ai dit toujours aux gens que je peux mobiliser. Quelqu'un m'a posé la question, une journaliste, mais vous n'êtes pas au Parlement. Groupe de députés d'une province et que moi et eux, nous nous rendions dans leur contrée et vous allez voir la population de cela derrière qui. Oui, je suis capable de mener ces combats avec les autres. Et nous mènerons avec les autres. Et Tshisekedi ne passera pas. Alors, donc, pourquoi il ne passera pas? Nous disons que Tshisekedi c'est un menteur. Et je peux ajouter un menteur patenté. Et il débite des mensonges à chaque fois qu'il ouvre sa bouche parce qu'il croit que
Congolais, ils viennent entendre des belles paroles et comme ça. Il dit des choses qui n'existent pas. Mais lui seul, il croit et il les débite. Et finalement, en débitant ses mensonges, il croit en ses mensonges. Tshisekedi dit des choses qu'il ne réalise pas. Il ne sait pas s'il savent. Il dit des choses que demain, après, il ne peut pas les réaliser. Je ne vais pas vous citer des exemples, vous les connaissez. Il est les grands diviseurs, qu'ils soient les grands ou les petits. Il est diviseur. Il a mis dans la tête des Congolais qu'il faut que le tribalisme fonctionne. Voilà un repli identitaire et que c'est ma tribu qui peut me soutenir. C'est faux. C'est faux. Et nous ne sommes pas d'accord avec lui, comment dire, sur cet aspect des choses. Mobutu, on peut critiquer Mobutu. Quand on voit ce que Mobutu a fait pour l'unité du Congo, la cohésion nationale, c'est comme ça que nous avons intitulé ces manifestes Congo et Colombo. Et aujourd'hui, quelqu'un s'élève avec tout ce que nous avons connu, les morts qu'il y a eu pour l'unité nationale, et mettre en mal cette cohésion nationale. Je ne peux pas être d'accord avec Tshisekedi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est un diviseur. Tshisekedi, c'est un antipatriotique. Antipatriote. Pourquoi j'ai dit ça? Il a vendu le pays à Kagame. Et j'aimerais qu'il vienne ici devant vous ou devant moi, qu'il me dise le contraire. Tshisekedi a fait venir Kagame 2 fois à Kinshasa. Où les gens disent Fayulu, Yona ni Uboya Kagame. C'est lui qui a fait chanter ça à ses sympathisants et à ses militants. Aujourd'hui, les plus de 120 localités du Nord Kivu, est-ce qu'il les a abandonnés? Comment est-ce que Tshisekedi, tout l'argent qu'il dépense pour les voyages, même l'argent qu'il dépense, l'argent de l'État pour faire la propagande du changement de la Constitution, pourquoi il ne donne pas ça aux militaires congolais? Pourquoi il n'achète pas des armes? Pourquoi, s'il pense que les militaires congolais aujourd'hui ne sont pas suffisamment rodés, ce que je ne crois pas, pourquoi il n'emploie pas une armée d'un pays frère, ami, pour combattre contre l'armée rwandaise, contre le M23? C'est pour ça que je dis qu'il est un antipatriote. Pourquoi il laisse à Bunagana les enfants aujourd'hui apprendre le Kinyarwanda? Pourquoi? Pourquoi il a abandonné toutes ces contrées qui sont prises par le Rwanda? Donc, qui a vendu la souveraineté du pays? Plus que la souveraineté, qui a vendu les territoires? Parce que vous allez encore revenir sur l'article 5, sur la souveraineté. Qui a vendu les territoires congolais? Donc, j'ai dit qu'il est un antipatriote. Et je termine en disant qu'il est un incompétent et un assoiffé d'argent. Ok? Donc, pour lui, il prend la revanche sur la vie. Il doit tout posséder. Tout posséder. Et voilà Tshisekedi. Et nous disons que non, chers frères et sœurs, messieurs et mesdames, et les journalistes, et nous devons arrêter Tshisekedi dans cette entreprise. Il ne passera pas. Il ne faut pas que ça vienne à l'esprit de quelqu'un que Tshisekedi peut battre le peuple congolais demain. Je vous remercie. Bonjour, Papa Fayulu. Nous sommes du monde associatif des femmes de la diaspora congolaise ici. Et voilà, je voudrais vous demander... Cher ami, s'il vous plaît, le monsieur qui parle là-bas. Pitou. Il est avec nous. Oui, oui, mais j'ai vu qu'il avait, avec insistance, demandé. On va vous donner la parole si vous voulez. Ok, allez-y, maman. Nous sommes du monde associatif féminin de la diaspora congolaise. Ici en Belgique. Ma question, monsieur Fayulu, voilà, je sais que la constitution de 1964 de Lugabourg, comme on l'a appelé, préconisait que la capitale du Congo soit à Lugabourg, et pour beaucoup de raisons que les géographes, les
explorateurs et tout ça, des scientifiques, avaient étudié la chose et proposé. Alors aujourd'hui que Kinshasa est insalubre, saturé, et vous voyez bien comment est la ville de Kinshasa aujourd'hui, ce n'est plus Kinshasa la belle, comme on l'appelait. On utilise plutôt d'autres mots que je ne vais pas sortir ici pour qualifier cette ville. Dites-moi, si aujourd'hui il était question par exemple de réviser la constitution pour demander que la capitale du Congo se déplace par exemple, comme le voulait la constitution de Louisbourg en 1964, vers Louisbourg, seriez-vous aussi opposé à cela? Voilà ma question. Madame, je veux dire maman, oui, la capitale du Congo, Kinshasa n'est pas la première capitale du Congo. Vous connaissez Vivi, ok? Ces choses-là peuvent être réfléchies et arriver à changer la capitale. Lagos était Lagos, la capitale du Nigeria. J'étais en 1985 à Lagos, et où j'étais avec mon ami Bola Tinubu, qui est aujourd'hui président du Nigeria, et nous parlions politique et on se disait qu'est-ce qu'on va devenir en 1985. Ok? Et pendant ce temps-là, on était en train de construire Abuja. Ça, on peut le faire, mais il ne faut pas faire les choses d'une façon intempestive. On va changer la constitution ou réviser la constitution pour dire que non, la capitale est. Ce n'est pas des changements. On peut réviser la constitution et dire que la capitale c'est elle. Mais il faut développer cela. Kinshasa, c'est la mauvaise foi, la mauvaise volonté et l'incompétence des dirigeants. J'étais député provincial. Madame, si vous vous rappelez, moi en 2006, j'ai été élu député national et député provincial. J'ai pris ma position à l'Assemblée provinciale de Kinshasa parce que je voulais rendre Kin la Belle, comme vous avez dit, on l'appelait Kin la Belle. Kinshasa que j'ai connu, que j'ai en tête. Mais on a mis des gens qui ont pensé qu'il fallait voler l'argent. J'ai fait une motion, j'ai fait partie d'un ministre de l'aménagement du plan. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place un plan. Et nous avons appelé ça Kinshasa 2020, à l'an 2020. Nous sommes en 2007. On met ce plan-là, le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa, le plan urbain d'aménagement de la ville. Mais les gens sont arrivés, ils ont voulu s'en mettre plein les poches. Question de volonté. Il y a beaucoup de solutions. J'ai fait un tweet, mon ami a dit que le tweet, ça ne suffit pas. J'ai fait un tweet, par exemple, pour les embouteillages de Kinshasa. C'est très simple. Je peux vous citer les avenues, les rues de Kinshasa. Quand vous commencez de Rwakadingi jusqu'à Bongolo, je peux passer, aller de Ngiringiri et tout ça. Je peux vous dire les rues de Kinshasa à partir de l'avenue de l'enseignement qu'on appelait à l'époque de la Kétu, Bozo, ok, comment dire, Chikapa, Luozi, jusqu'à Ngiringiri, à l'avenue Ngiringiri, vous donnez toutes. Je connais Kinshasa. Je connais les 24 communes de Kinshasa. J'ai vécu, je suis né à Ndjili. J'ai vécu à Kitambo, à Kasavubu, à Barumbo, à Binza. J'étais xavérien, je suis parti partout. J'étais enfant de Maloula. Donc, tout est simple. Si aujourd'hui à Kinshasa, par exemple, vous arrêtez les constructions anarchiques, à Kinshasa, vous réhabilitez toutes les voies qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, même Bokassa, c'est impraticable. Si à Kinshasa, vous mettez le feu de signalisation, vous disciplinez les automobiles, les automobilistes, je veux dire. Si à Kinshasa, vous construisez des nouvelles routes, un boulevard périphérique. J'ai vécu 2 ans à, en Éthiopie, à Addis Abeba. J'ai vu ces gens-là construire ce qu'ils appellent les ring roads, donc les boulevards périphériques. Nous pouvons le faire aussi. Il y a beaucoup de solutions. Mais si demain, les Congolaises et les Congolais décident que la capitale se déplace, libre à eux. Mais c'est des études qui doivent être menées minutieusement. Donc aujourd'hui, pourquoi nous avons
on a décentralisé. Pourquoi on a la ville de Kinshasa? Pourquoi on a les provinces? Madame, je peux vous dire, vous savez combien on dépense pour les assemblées provinciales? Combien on paye les députés? Combien les députés, même provinciaux, touchent? Il y a des députés qui touchent 10 000 $. Pourquoi? Comptez depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que les députés provinciaux de Kinshasa ont touché officiellement, et honnêtement, mais maintenant, ce que les gouverneurs ont fait pour payer, pour garder leur position, les matabishi, la corruption, ainsi de suite. Tout ça, si on avait mis cet argent dans la construction des routes, si on avait dit que les députés touchent des montants minimaux, ok, de 3 000 $, 4 000, pas plus de 5 000 $, et tous les suppléments, on mettait ça dans la construction des routes à Kinshasa, dans la réhabilitation des routes. On ne serait pas là. Donc tout est question de leadership. On n'a pas ce leadership. Merci beaucoup. La question, l'ami, ok. On va arrêter cette réunion. Deux choses. Le manifeste qui est là, si certains le veulent, ça coûte 10 €, me semble-t-il. Venez et puis voilà, vous allez vous servir en manifeste dès qu'il s'en gagne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur et vous dire que la capacité à mobiliser est encore intacte. Et si je regarde combien vous êtes nombreux ici ce soir, enfin cet après-midi, alors que vous n'avez pas touché un seul sou. Donc vous n'avez pas touché un seul sou, mais vous êtes là. Cela démontre l'intérêt, non seulement de la qualité de l'orateur, mais aussi votre intérêt pour le Congo. Donc je vous dis merci du fond du cœur et puis à d'autres rendez-vous qui viendront. Merci pour votre participation. S'il vous plaît, excusez-moi, je ne peux pas manquer de faire ça, c'est un devoir. Je demanderai, si vous le voulez bien, et ceux qui veulent, qu'on se lève 1 minute pour observer cette minute de silence pour mon directeur de cabinet, Jean-Claude Mwalimu Solo, Saviti, Ville. Merci beaucoup. Tu peux. La place est dans là.